symbole d'amour est la Chao Phraya, pour ce royaume qui fait notre orgueil. Né dans le chant des cœurs, le chant du peuple résonne partout où bat le cœur d'un Thaï. Ces 4 vers du poète Narawat Phongphaibun expriment avec force et simplicité l'importance de la rivière Chao Phraya pour les Thaïlandais. Venant des montagnes du Nord, la Chao Phraya irrigue sur près de 400 km les plaines du centre du pays avant de se jeter dans le golfe du Siam. Artère naturelle autour de laquelle s'organise aujourd'hui encore la vie de millions de Thaïlandais, la Chao Phraya joue depuis le milieu du XIVe siècle un rôle essentiel dans l'histoire du pays. Voie d'invasion pour les puissants souverains birmans ou de conquête pour les rois du Siam, la Chao Phraya confirme son rôle stratégique en accueillant sur ses rives 3 capitales. Ayutthaya tout d'abord, de 1350 à 1767, date de sa destruction par les Birmans, Thonburi ensuite, Bangkok enfin, l'actuelle capitale de la Thaïlande. Bangkok est devenue une métropole moderne de plus de 5 millions d'habitants. Sur les rives de la Chao Phraya, de luxueux hôtels internationaux ont remplacé les maisons de bois qui occupaient le site à la fondation de la ville en 1782. Pourtant, Bangkok, la cité des anges, comme l'appellent les Thaïs, ainsi que les villes qui bordent les rivières, ont su préserver tout leur attrait. Naviguer dans les eaux du delta, flâner dans le dédale des canaux qui irriguent le cœur des villes, c'est découvrir tout le charme, l'exotisme et les mystères de l'ancien royaume du Siam. Voie de communication, la Chao Phraya est aussi un fleuve sacré. Pour marquer la fin du jeûne bouddhique, les souverains célébraient le Khatin, c'est-à-dire l'offrande aux moines, en leur apportant de nouvelles robes. Cette cérémonie, qui donna lieu pendant des siècles à une longue et majestueuse procession de barges royales entre le palais et le monastère, n'est plus désormais pratiquée qu'en de rares occasions. Manœuvrée par 50 rameurs, tandis que 14 autres membres d'équipage portent les attributs royaux, la barge royale, la plus importante du cortège, fut construite en 1911 par le roi Rama VI à partir d'un seul tronc de teck de 46 mètres. Selon un rituel ancestral, les rameurs suivent les indications du psalmodieur, tandis que des tambours rythment la cadence. Entourant la barge royale dont la proue est ornée de lança d'or, l'oiseau mythique qui servait de monture au dieu Brahma, certaines processions entre le palais royal et le temple de l'aube, le Wat Arun, regroupaient plus de 50 barges et mesuraient près d'1 kilomètre de long. On comprend mieux devant un tel spectacle les récits émerveillés des premiers visiteurs français venus au XVIIIe siècle à Ayutthaya, l'ancienne capitale du Siam. Quittant Bangkok, nous prenons la direction de Nakhon Pathom, situé 60 km environ à l'ouest dans le delta de la Chao Phraya.
Les fêtes commémorant l'anniversaire du roi s'achèvent. On démonte les milliers de lampes qui décoraient pour la circonstance le Chedi de Nakhon Pathom. Le Chedi de Nakhon Pathom, avec ses 127 mètres, est le plus haut du monde. De forme élancée symbolisant la quête du nirvana, le Chedi thaïlandais, comme le stupa indien dont il s'inspire, reprend l'aspect des 8 sépultures ayant accueilli les cendres de Bouddha. Nakhon signifiant premier et Pathom ville, Nakhon Pathom serait, dit-on, la plus ancienne ville de Thaïlande et celle qui aurait également accueilli le bouddhisme dans les premiers siècles de notre ère. Au XIIIe siècle, alors que le bouddhisme se divise en 2 courants, la Thaïlande, comme la Birmanie, le Laos ou Ceylan, reste fidèle à une conception plus originelle du bouddhisme appelée Theravada. Bien qu'élevé depuis longtemps au rang de religion d'État, le bouddhisme est empreint de tolérance. C'est ainsi que cohabitent parfois à l'intérieur même des temples les rites brahmanistes, témoignage de l'influence khmer, ou bien encore certaines pratiques païennes d'origine chinoise, comme celle qui consiste à extraire, en secouant un pot en bois, la baguette portant le chiffre porte-bonheur. Le temple bouddhique est un lieu ouvert à tous. À l'entrée nord du Chedi de Nakhon Pathom se dresse un Bouddha que viennent honorer des milliers de fidèles. Pour un Thaïlandais, toute visite au temple s'accompagne d'une offrande. Bâton d'encens symbolisant les parfums de la vie, bouton de lotus évoquant le caractère éphémère de la beauté, ou bien encore bougie représentant la fragilité de l'existence. Qu'il s'agisse des bénédictions d'eau lustrale données par les bonzes, des offrandes de fleurs de lotus, ou bien encore des applications de minces feuilles d'or sur les statues de Bouddha, toutes ces pratiques, loin d'être anecdotiques, témoignent du profond attachement des Thaïlandais à leur religion. Nous quittons Nakhon Pathom et prenons la direction de Dam Noen Saduak, situé un peu plus à l'ouest dans le delta de la Chao Phraya. Nous sommes ici dans la province de Ratchaburi, à 110 km environ de la capitale. Dans cette région du delta, la rivière et les klongs, c'est-à-dire les canaux, constituent bien souvent le seul moyen de communication entre les villages. Les maisons en bois sur pilotis s'alignent au bord du klong, puisque c'est là que tout se passe, la vie sociale comme l'activité commerciale. C'est ainsi que les marchés flottants s'y sont développés tout naturellement, offrant aux habitants des environs la possibilité de vendre les produits de leur jardin.
J'habite à Bongmouti. Je me lève à 5 heures du matin et je prépare ma barque. Après, je quitte la maison vers 6 heures et je commence à ramer tout en vendant sur mon chemin. J'arrive au marché à 7h30. Tous les fruits viennent de mon jardin. Aujourd'hui, au marché flottant, je vais vendre des goyaves, des bananes, des taros et toutes sortes de pommes d'amour. C'est dimanche et il y a beaucoup de monde, beaucoup de touristes. C'est un bon jour pour la vente. À la recherche du client, Sunni se perd bientôt au milieu des innombrables embarcations qui se sont donné rendez-vous dans l'étroit Klong de Damnoen Saduaq, auquel le marché flottant doit son nom. Dans un incroyable balai d'ombrelles bleutées, les barques se frôlent ou se croisent sans jamais se heurter. Le désordre ici n'est qu'illusion. Tout semble parfaitement réglé et les embarcations qui croulent sous une profusion de fruits et de légumes aux couleurs chatoyantes glissent avec majesté à la surface de l'eau. Oasis au milieu du delta, le marché flottant de Damnoen Saduaq représente un certain art de vivre que menacent aujourd'hui la proximité du tumulte de Bangkok et l'afflux des touristes. À bord d'un Hong Yao, bateau longue queue, nous reprenons la direction de Bangkok. Quittant la Chao Phraya, nous pénétrons à l'intérieur de l'un des innombrables klongs irriguant le cœur de la ville. Au bord du Klong, protégée par un écrin de verdure, se cache une magnifique maison traditionnelle thaï en bois de teck. Raffinement de la décoration, confort de l'installation, les clients de cette somptueuse maison d'hôtes, bien que privilégiés, ne sont pourtant pas des clients comme les autres.
Ils sont venus ici pour apprendre la cuisine thaïlandaise. Le cours commence par la connaissance des épices. Introduits par les Portugais au XVIe siècle, les épices sont utilisées en grand nombre dans la cuisine thaï. Citronnelle, coriandre, tamarin, gingembre, cardamome, sans oublier les innombrables piments. Les épices ne sont pas uniquement utilisées pour leur parfum, mais également pour leur couleur. La cuisine thaï se voulant non seulement l'une des meilleures du monde, mais également l'une des plus belles. Les élèves sont curieux. Ils posent des tas de questions et notent avec précision le déroulement de la recette. Au programme du jour, les nouilles thaïlandaises. Elles entrent dans la composition d'une infinie variété de recettes, avec des boulettes de poisson, dans les soupes comme le célèbre Tom Yum, que l'on sert toujours à la fin des repas, ou bien encore comme ici, avec de la viande de porc. Les nouilles constituent l'un des fondements de la cuisine thaï. La réalisation d'une recette étant toujours suivie de sa dégustation, certains élèves se montrent à l'approche de la touche finale de plus en plus studieux. Au début, on ne pensait pas à donner des cours de cuisine. On faisait simplement chambre d'hôte avec petit déjeuner. Et puis les clients ont l'occasion de goûter la cuisine que je faisais à la maison. Ils adoraient ça et me posaient un tas de questions. Quel est ce parfum? Quelle est cette couleur? Alors je les ai emmenés à la cuisine et je leur ai fait découvrir les épices. Ensuite, quand ils m'ont demandé de leur apprendre à cuisiner, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça qu'a commencé l'école de cuisine thaï. C'est aussi simple que ça. Ce sont de bons élèves? Say yes, we'll give you a beer. Une fois encore, nous empruntons le cours de la Chao Phraya, la rivière des rois. Loin du rythme effréné des bruyants bateaux longue queue, nous quittons Bangkok et prenons la direction du nord et d'Ayutthaya, à bord de l'indolente et paisible Mekhala, une ancienne barge à riz transformée en navire de croisière. Tout en manœuvrant la grande barre du Mekhala, le capitaine Chanka surveille les nombreux navires qui sillonnent le cours du fleuve. À part ce type de bateau sur lequel nous naviguons, c'est-à-dire le Mekhala, il y a sur le fleuve toutes sortes de bateaux. Des kratcheng, petites embarcations de commerce qui transportent toutes sortes de produits. Ce sont de vraies épiceries flottantes. Et puis il y a les hangyao, les longues queues. Il y a aussi des bateaux courts, des bateaux express, des bateaux taxis, ils sont tous différents. Comme je vous l'ai expliqué, il y a vraiment toutes sortes de bateaux sur ce fleuve. La Mekhala quitte bientôt la grande banlieue de Bangkok. Peu à peu, se dessine alors devant nos yeux éblouis un nouveau décor, composé de temples aux façades multicolores scintillant sous les rayons du soleil.
l'instant où nous doublons le vieux Tchédi penché, la douce lumière du crépuscule naissant enveloppe les rondeurs de notre embarcation. Le silence annonciateur de la nuit envahit les rivages peuplés de barges fantomatiques. Quelques instants plus tard, le soleil embrase l'horizon, irisant de reflets mordorés les eaux du fleuve sacré. Qui vous a appris à cuisiner? C'est mon professeur qui m'a appris à cuisiner. Quel est votre rôle à bord? Vous savez, je suis le responsable de l'intendance pour ce bateau. Je dois veiller à tout. Je dois aussi surveiller l'équipage et faire la cuisine pour tous les passagers. Comme vous pouvez le voir, la cuisine est à l'air libre sur ce bateau, parce que les parfums de la cuisine thaïlandaise sont parfois incommodants. Ainsi, ils ne restent pas à l'intérieur du bateau. Qu'avez-vous préparé pour le dîner? J'ai préparé une entrée chinoise, du porc épicé à la thaïlandaise, du poulet au curry, ainsi que du porc avec une sauce d'huître aux 5 parfums et des légumes. J'ai également préparé un dessert et sculpté des fruits. Guidé par les lumières qui scintillent dans la nuit noire, le Mekhala se dirige vers le temple de Wat Kaithya. Au petit jour, quand le fleuve renaît à la vie, les moines du temple de Wat Kaithya sont levés depuis longtemps. La tradition veut en effet que 2 heures avant l'aube, tous les moines valides quittent le monastère et se rendent dans les villages environnants pour recevoir leur nourriture. Cette démarche n'est pas assimilée à de la mendicité. Au contraire, le moine donne l'occasion à celui qui le nourrit d'accumuler des mérites spirituels. Les passagers d'une barge arrivée dans la nuit se rendent au monastère. Respectant les coutumes bouddhiques, ils vont faire don de nourriture aux moines.
Le commandant du Mekala profite de cette escale pour rendre visite à un collègue qui pilote une bargerie identique à la sienne. À bord, une dizaine de touristes redescendent la Chao Phraya en direction de Bangkok. Ce que j'aimerais bien montrer la Thaïlande pour les gens, pour les touristes, les visiteurs qui viennent ici en Thaïlande, c'est la vie des gens en Thaïlande et la nature d'ici. Ce qui est très important, c'est les peuples thaïs. Alors que l'autre barge reprend sa route vers Bangkok, le commandant du Mekala se rend au monastère afin de faire à son tour le don rituel. Les moines doivent achever leur seul repas de la journée avant 11 h du matin. Ce principe fait partie des 227 règles auxquelles les moines doivent se soumettre. Parmi elles, il en est une qui consiste à renoncer à toute propriété individuelle, à l'exception de 9 objets, à savoir 3 robes, une ceinture, un rasoir, une aiguille à coudre, un récipient pour l'eau, un bol pour les aumônes et un éventail. Le Mekala quitte à son tour Waikaïtia et poursuit sa route vers le nord en direction de Bang Pa-in. J'ai grandi dans ce monde avec mes parents qui avaient un bateau. Quand ils sont décédés, j'ai continué à travailler sur le bateau. On s'est mis à transporter du riz. Et puis, on a acheté un autre bateau, à moteur celui-là, avec les membres de ma famille. Mais finalement, on a arrêté et on a vendu tous les bateaux. Alors depuis, je conduis des bateaux de transport de passagers. Si un jour je peux être propriétaire, j'aimerais avoir un bateau taxi, un bateau remorqueur comme celui-là, parce qu'on a toute sa famille avec soi. On peut y vivre tout en faisant son métier, et surtout on dépend de personne. Le Mekala arrive en vue de Bang Pa-in.
C'est ici, sur les bords de la Chao Phraya, que le roi Prasad Thong édifia au milieu du XVIIe siècle son palais d'été. Longtemps abandonné, Bang Pa-in a tout d'abord été restauré par Rama IV au milieu du XIXe siècle. Mais c'est Rama V qui va redonner tout son lustre à cette résidence d'été en y faisant construire d'incroyables palais. Le Mekhala manœuvre une dernière fois dans le bras de la Chao Phraya. Bang Pa-in marque pour nous la fin de la croisière, mais le voyage est loin d'être achevé. Palais italianisant ou pavillon de style thaï, les ouvrages édifiés par Rama V témoignent d'un éclectisme pour le moins étonnant. Ce mélange de styles traduit sans doute le dilemme d'un roi tiraillé toute sa vie durant entre le souci de préserver l'indépendance de son royaume en but aux visées colonialistes de la France et de l'Angleterre et celui de moderniser son pays à tout prix. Seule exception peut-être dans cet ensemble baroque, le pavillon de style chinois, que le souverain occupait lors de ses séjours à Bang Pa-in. Notre bateau longue queue remonte le cours de la Chao Phraya en direction d'Ayutthaya, l'ancienne capitale du royaume de Siam. Après 45 minutes d'une navigation trépidante, l'embarcation ralentit enfin. Au détour d'un méandre du fleuve, nous apercevons la silhouette des premiers Chedi d'Ayutthaya. Quand Ramathibodi Ier accoste ici, en 1350, il comprend que le site au confluent de trois rivières est hautement stratégique. Il décide d'y bâtir la capitale de son royaume. Après avoir creusé un canal entre les rivières Passak et Chao Phraya, le site devient une île au milieu des rivières. Ayutthaya est née. Considérée au XVIIe siècle comme l'une des plus belles villes du monde, Ayutthaya compte jusqu'à 1 million d'habitants, beaucoup plus que Londres ou Paris à la même époque. Avec son prang, la tour sanctuaire symbolisant le mont Meru, axe du monde selon la cosmologie hindoue, le Wat Chai Watanara rappelle le temple d'Angkor. Les 8 Chedi plus petits qui complètent l'ensemble abritent des rangées de Bouddhas décapités.
Situé au centre de l'île, le Wat Phra Sangphet, dont les 3 tchédis intacts renferment les cendres de 3 souverains d'Ayutthaya, donne une idée de sa splendeur passée, telle qu'en témoigne l'abbé de Choisy qui y séjourna en 1741. Je ne puis me lasser d'admirer une fort grande ville dans une île entourée d'une rivière 3 fois grosse comme la Seine, sur laquelle voguent des vaisseaux français, anglais, hollandais, chinois, japonais, siamois, des galères dorées où il y a 60 rameurs. Les rues sont des allées d'eau vive et courantes, et l'horizon est borné par de grands arbres, au-dessus desquels on voit briller les tours et les pyramides, des pagodes dorées à 2 ou 3 couches. Certainement, je n'ai jamais rien vu de plus beau. Détruite par les Birmans en 1767, la gloire d'Ayutthaya sombre dans l'oubli. Celle de Bangkok peut commencer à s'écrire. Après la destruction d'Ayutthaya, les nouveaux souverains chakris décident d'associer à leur dynastie le nom de Rama, héros divin du Ramakien, afin d'affirmer une légitimité acquise par les armes. Le Ramakien, version thaï du Ramayana hindou, constitue l'œuvre maîtresse de la littérature thaïlandaise. Les aventures qu'elle relate se résument à l'affrontement au travers de personnages fantastiques, du bien et du mal. Transmises de bouche à oreille, de génération en génération, elles fleurissent telles des bandes dessinées offertes au regard des fidèles sur les murs de tous les temples de Thaïlande, et notamment ceux de Bangkok. Comme sortie tout droit du Ramakien, d'effrayantes créatures mythologiques gardent l'entrée du Wat Phra Keo. Ce temple a été construit en 1782 par Rama Ier sur le modèle du temple royal d'Ayutthaya, afin d'abriter le mystérieux Bouddha d'émeraude. Cette statue, sculptée dans un bloc de néphrite, est la plus vénérée de Thaïlande. Depuis le XVe siècle, on lui attribue des vertus bienfaitrices pour le royaume. Lors de la conquête de Vientiane en 1778, le général Chakri s'empare de la statue qui était restée 250 ans au Laos. Il offre au Bouddha d'émeraude un somptueux sanctuaire protégé par Garuda, la monture du dieu Vishnu. Découvrir le Wat Phra Keo, c'est pénétrer un monde fait de tuiles multicolores et de spirales dorées. Un monde extraordinaire, peuplé d'étranges divinités issues telles les Kinari, les femmes oiseaux de la mythologie hindouiste et du panthéon bouddhiste. Tchédis recouverts de feuilles d'or. Statues incrustées de nacre, de lac ou de mosaïques de verre. Le Wat Phra Keo rassemble les joyaux les plus éblouissants de la décoration thaïlandaise. Soulignant l'influence de la Khmer, la maquette du temple d'Angkor, située dans l'enceinte du Wat Phra Keo, rappelle que le Cambodge était autrefois un vassal du Siam. Suivant l'exemple d'Ayutthaya, Rama Ier décide de creuser un canal dans l'un des méandres de la Chao Phraya. Sur l'île ainsi obtenue, il fait bâtir le temple du Bouddha d'émeraude ainsi que son palais royal. Les bâtiments de style néoclassique datent de la fin du XIXe siècle.
et témoigne une fois encore de l'influence occidentale sur les souverains de cette époque. Regroupant tous les pouvoirs, civils et religieux, le palais royal était une véritable cité dans la cité. Une fois sorti du périmètre historique, Bangkok change de visage en renouant avec le spectacle de la rue. Fleurs et colliers d'offrandes. On trouve tout au marché de Tevet, y compris les célèbres orchidées, dont plus de 35 000 espèces naturelles ou cultivées poussent dans le pays. Le goût de la décoration et le sens inné du raffinement prennent parfois des allures surprenantes. Dans les innombrables allées couvertes du marché, on ne se contente pas de vendre des fleurs naturelles. On s'amuse également à en confectionner de nouvelles, comme ici à partir de troncs de bananiers. Bien que marquant le pas à la suite de la crise de la fin des années 90, le développement de Bangkok se poursuit à coups de tours de verre, de centres commerciaux gigantesques et d'hôtels luxueux. Mais l'expansion et le modernisme n'excluent pas le respect des traditions. Ainsi, chaque nouvel édifice est placé sous protection de divinités, comme ce Vishnu chevauchant Garuda. Il en est de même avec les petites maisons des esprits. Installées devant l'entrée de la plus modeste des demeures thaïlandaises, comme devant celle des bâtiments les plus luxueux, elles sont l'objet d'un culte attentif. Accueil, sourire, raffinement, toutes ces qualités que l'on attribue aux Thaïlandais ne sont pas de vains mots destinés à attirer le touriste. Elles sont bien réelles et s'expriment au travers de traditions ancestrales comme la sculpture de fruits exotiques. Le Wat Po est le plus ancien des temples de Bangkok et le plus grand monastère de Thaïlande. Transformé par Rama III en une sorte d'université libre destinée à l'éducation des moines et des laïcs, on y enseigna de nombreuses disciplines. Mais la toute première d'entre elles, et en tout cas la plus célèbre, reste l'art du massage.
La pratique de la médecine traditionnelle n'est pas une nouveauté au Wat Po. Elle y est présente depuis la construction même de Bangkok. Ici, il y a une grotte qui témoigne de la pratique ancienne du massage thaïlandais. Durant les 40 dernières années, les responsables du sanctuaire ont créé une école de massage thaï. Selon les principes de la médecine thaï, on doit connaître le corps dans toutes ses dimensions. L'être humain est composé de 4 éléments. Il y a parmi eux l'élément solide ou bien l'air. Si un déséquilibre s'installe entre eux, vous tombez malade. Mais grâce au massage, vous pouvez stimuler l'air que contient votre corps et grâce à lui, vous expulsez la maladie du corps, donnant ainsi la santé aux malades. Les Thaïlandais utilisent le massage pour tuer la maladie depuis les temps anciens jusqu'à aujourd'hui. Les fresques qui décorent les murs du Wat Po en expliquent les règles. On a sélectionné quelques-unes de ces peintures pour enseigner le massage à nos étudiants. 30 000 de nos étudiants sont devenus, aujourd'hui, des masseurs certifiés. Et la moitié d'entre eux pratiquent leur art à l'étranger. Coiffés d'un chapeau à large bord représentant les terrifiants Européens, ces gigantesques statues de pierre disséminées dans l'enceinte du Wat Po servaient autrefois de lest aux navires revenant à vide de Chine. Mais avant tout, le Wat Po doit sa célébrité à la monumentale statue de Bouddha couché. Couverte de plusieurs couches de feuilles d'or, longues de 46 mètres, elle représente le Bouddha sur le point de mourir et d'atteindre le nirvana. Les incrustations de nacre qui ornent la plante de ses pieds représentent les 108 signes qui distinguent Bouddha du commun des mortels. Sur le mur d'enceinte du Bot, le sanctuaire principal du temple, de minces panneaux de marbre sculptés provenant, dit-on, d'Ayutthaya, représentent quelques-uns des principaux épisodes du Ramakien. Douceur du trait, poésie des visages, elles sont l'expression d'un artiste atteint par la grâce.
Quelle image emporter de Bangkok et de la Thaïlande à l'instant du départ? Celle de la cité tentaculaire et bruyante de plusieurs millions d'habitants? Ou bien celle des temples et de la douceur de vie sur les rives de la Chao Phraya? Les rues de Bangkok, la bien nommée Cité des Anges, n'en finissent pas de nous surprendre et de nous rappeler combien est puissante l'emprise de la spiritualité et du bouddhisme sur la vie quotidienne des Thaïlandais. Le plus petit des temples accueille quotidiennement les offrandes de ses fidèles. Les moines parcourent les villages, recevant de la plus naturelle des façons les dons des habitants. Enfin, chaque Thaïlandais se doit à un instant ou à un autre de sa vie d'entrer au monastère pour quelques semaines ou quelques mois. Pour toutes ces raisons, la Thaïlande demeurera sans doute pour longtemps encore le pays du sourire et de l'éternité.